Pour cette dernière édition du journal du RSNA, un long entretien exclusif avec Paul Chang, professeur à l'Université de Chicago, spécialiste de l'intelligence artificielle qui nous livre ses réflexions sur le machine learning, le deep learning et le rôle des radiologues demain. La Médicale vous présente le journal du RSNA. Dr Chang, l'un des principaux sujets cette année est l'intelligence artificielle. Y a-t-il un décalage entre le battage médiatique et ce que l'on peut espérer de l'intelligence artificielle ? En radiologie, nous avons toujours été méfiants face au battage médiatique pour des technologies soi-disant révolutionnaires ou disruptives. Il n'y a rien de neuf là-dedans. Gartner parle du cycle du hype. En radiologie, faisons attention à ne pas nous laisser emporter par des modes successives. Par exemple, il y a quelques années, on ne parlait que de big data. On nous disait que ça allait révolutionner et complètement changer la façon dont on pratique la radiologie. Il y a quelques décennies, c'était l'imagerie digitale. Nous sommes passés par ce cycle maintes fois. Typiquement, on s'enthousiasme prématurément pour des technologies qu'on utilisera bien plus tard. Cela prend bien plus de temps que ce que l'on pense. Quand on nous demande quel est l'impact du deep learning, du big data ou du PACS, on se rend compte que nous avons appris à utiliser ces outils au quotidien. Il n'y avait pas de quoi en faire une montagne. Nous sommes très forts pour nous adapter. On apprend à utiliser la technologie et, assez naturellement, on peut ajouter de la valeur aux services fournis aux patients. Cela se fait tellement progressivement que cela n'est pas ressenti comme une révolution. Finalement, la révolution, c'est au début, quand, lorsque la nouvelle technologie arrive, on nous fait 1000 promesses. En fait, la technologie est adoptée petit à petit, ce qui fait que lorsqu'elle devient réalité, elle est devenue routinière et ne provoque aucune inquiétude. Donc, le message pour les jeunes radiologues, c'est « ne vous inquiétez pas ». Non seulement il n'y a pas à s'inquiéter, mais en plus, nous aurons bien besoin de ces nouveaux outils pour nous aider à faire face à l'évolution de la pratique. En ce moment, nous avons des difficultés. Les études d'imagerie deviennent de plus en plus complexes. Elles deviennent plus vastes et plus pointues en termes de données fonctionnelles et physiologiques. Les médecins et les patients exigent de plus en plus de précision dans les interprétations et les diagnostics. Il est extrêmement difficile d'interpréter ces blocs de données manuellement. Et nous voulons tout rapidement, tout à fait. Ce que je dis aux jeunes radiologues, c'est qu'ils doivent espérer qu'au moment où ils pratiqueront, on ait appris à maîtriser ces nouvelles technologies parce qu'ils en auront besoin. J'explique d'ailleurs à mes internes qu'il ne faut pas trop s'inquiéter de l'intelligence artificielle ou du deep learning. Ce sont des outils. Or, les outils ne sont rien tant qu'on ne les a pas appropriés et transformés en solutions réelles. Ce ne sont pas les seuls outils qui vont nous aider à évoluer. Nous avons les réseaux bayésiens, nous avons des systèmes d'aide à la prise de décision qui vont plus loin que l'intelligence informatique traditionnelle. L'important est qu'aujourd'hui, nous avons besoin de ces outils pour répondre aux standards de qualité que les patients sont en droit d'exiger. Pourriez-vous nous expliquer la différence entre machine learning et deep learning? Parce que deep, c'est un mot un peu effrayant. Alors la façon dont je l'explique d'habitude, c'est que tout d'abord, ce n'est pas nouveau. On pense que le deep learning est une nouveauté alors que cela existe depuis des décennies. Ce qui l'a fait entrer dans les faits, ce n'est pas tellement les algorithmes qui se cachent derrière. Je suis un peu injuste quand je dis cela, car les informaticiens ont fait des progrès formidables, mais la différence fondamentale réside dans le fait que nos enfants jouent à des jeux vidéo et abattent des méchants sur des Xbox. Les algorithmes du deep learning et de l'intelligence artificielle sont très semblables à ceux utilisés par les jeux vidéo.
Et il se trouve que l'industrie du game a littéralement explosé. Le cœur de la technologie des jeux vidéo, ce sont ces processeurs graphiques. Nvidia, AMD, ce sont ces grandes entreprises qui fabriquent des processeurs et des cartes graphiques qui ont permis de créer les jeux vidéo. Il se trouve que c'est la même technologie qui est utilisée dans le data mining, la crypto-monnaie, le bitcoin, etc. Mais cette technologie permet également d'améliorer le deep learning en le rendant plus rapide et plus efficace. Donc la première chose que je rappelle, c'est que cette technologie n'est pas nouvelle, mais ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, on l'utilise réellement dans la pratique de l'imagerie. Votre question était, quelle est la différence entre machine learning et deep learning? Eh bien, je pense que la différence fondamentale, c'est l'utilisation des data. Okay, now the reason I mentioned data science is the fundamental difference in deep learning in these applications is as opposed to the traditional. En effet, le machine learning repose sur un algorithme. En d'autres termes, on donne des instructions à l'ordinateur et l'ordinateur exécute en fonction de ces instructions. Alors que le deep learning ne repose pas que sur les instructions qu'on lui donne, mais sur les datas. Les données sont le moteur. Donc je considère l'intelligence artificielle comme un sous-domaine de la science informatique qu'on appelle la data science. L'intelligence artificielle est parfois mal définie. On entend parfois une définition approximative qui dit que les ordinateurs imiteraient ce que les humains ont l'habitude de faire. Ça n'est pas tout à fait juste. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous n'aiment pas l'expression intelligence artificielle. Mais dans le domaine de l'intelligence artificielle, nous avons ce que l'on appelle le machine learning. Cela existe depuis des années. On l'utilise tout le temps, par exemple, à travers les programmes CAD pour le cancer du poumon ou le cancer du sein. C'est un bon exemple pour illustrer la différence entre machine learning et deep learning. Les programmes traditionnels comme CAD utilisent en réalité des algorithmes similaires à ceux du deep learning, mais ils diffèrent sur un point. Pour concevoir un système CAD classique, il faut un modèle en amont dont on va concevoir les caractéristiques. En d'autres termes, vous diriez par exemple que vous pensez que le cancer a des limites irrégulières, donc il s'agit de définir une équation mathématique ou un filtre pour détecter ces anomalies. Ou bien encore, je pense que les tumeurs ont l'air bizarres dans leur atténuation, alors vous construisez ces caractéristiques en amont. Il s'agit d'un modèle a priori. Alors que maintenant on construit à partir des données. Tout à fait. La différence avec le deep learning, c'est qu'on peut maintenant être paresseux et dire « je n'ai pas de modèle préconçu ». Si vous avez beaucoup de données, alors vous pouvez alimenter la machine et le système fera l'analyse de toutes ces datas. Il s'agit d'une méthode statistique. On alimente le système et il donne des retours sur ces informations. C'est vrai, c'est faux. Voilà ce que fait le deep learning. C'est un peu plus complexe, mais l'idée principale est là. Donc, avec suffisamment de données analysées, annotées, validées, le système construit son modèle tout seul. Cela n'a rien d'effrayant. Vous avez mentionné le mot « deep ». Selon moi, ce mot recouvre deux notions. Deep signifie hautement capable, et cela est le cas, on a de grands espoirs avec ce système. Mais deep signifie également obscur. C'est si profond que je n'y vois rien. La notion d'obscurité est un des challenges que doit relever le deep learning par rapport aux méthodes de machine learning plus traditionnelles. Par exemple, lorsque l'on veut convaincre un praticien comme moi d'utiliser un programme de deep learning pour ses patients, ou bien pour obtenir une certification CE ou FDA, il faut évidemment prouver que le système fonctionne correctement. Avec le machine learning classique comme CAD, on peut s'appuyer sur une analyse statistique ou une courbe ROC obtenue à partir d'un nombre de cas important. On peut également dire « voici mon modèle ». Partant du postulat que les tumeurs ne sont pas différenciées, j'ai mis en place un filtre et les résultats sont cohérents. Vous pouvez donc vous appuyer sur des données statistiques et sur des modèles informatiques.
On ne peut pas faire ça avec le deep learning. En effet, avec le deep learning, c'est plus difficile. On n'a que le côté statistique et c'est un problème car on a besoin de beaucoup de données. Le problème, c'est que nous manquons de ces données. Selon moi, le défi principal du deep learning, ce n'est pas le deep learning en soi, mais plutôt que nous sommes contraints par les données. En effet, il faut se rappeler que le deep learning est une méthode systématique, presque idiote, sans modèle en amont. Les données sont le moteur de tout et malheureusement, dans les infrastructures actuelles, dans la majorité des hôpitaux, on ne dispose pas de suffisamment de données pour alimenter ces systèmes de deep learning à grande échelle. C'est là le défi. On dit que les data sont les nouvelles mines d'or. Oui, tout à fait. Et quelque chose se joue en ce moment. On ne se rend pas compte à quel point le deep learning est dépendant des data. Les rapports de force s'inversent. Ça n'est plus l'ordinateur et ses algorithmes qui ont le contrôle, ce sont les données qui sont les plus importantes. Et qui possède ces données? Nous tous. Beaucoup de fournisseurs tentent d'exploiter le fait que la majorité des utilisateurs ignorent cet état de fait. Donc les big players tapent à notre porte et nous demandent de leur fournir nos données comme s'ils nous rendaient un service alors que celles-ci valent de l'or. Nous devons trouver un modèle et des infrastructures qui nous protègent et nous permettent de tirer parti de ces datas, ce que nous ne savions pas faire auparavant. Si nous ne faisons pas cela, nous allons freiner les progrès de ces technologies, nous aurons des applications qui n'apportent rien de nouveau, car elles n'auront pas été nourries par un nombre suffisant de données. Je vois cela souvent. Beaucoup de solutions exposées ici sont intéressantes, mais pas indispensables. Pourquoi? Parce qu'elles ne disposent pas de données en nombre suffisant. Ne serait-il pas mieux de pouvoir se libérer de la contrainte de la disponibilité des données pour se concentrer sur des objectifs réellement importants, débouchant sur des avancées comme l'amélioration de l'efficacité, un meilleur confort pour le patient ou la réduction des erreurs médicales? Cela nécessite la possibilité de collecter des données sur l'ensemble du parcours. En parlant de données, et cela sera ma dernière question, nous devons aussi faire face au problème de la cybersécurité. C'est une excellente remarque, pour plusieurs raisons. D'un côté, on veut avoir accès à des données de qualité qui ont été vérifiées et nous voulons le faire à grande échelle. En même temps, on doit protéger la sécurité et la vie privée de nos patients et cela n'est pas sans importance. Cela va plus loin. Il ne s'agit pas seulement de problématiques de deep learning ou machine learning, mais plus généralement des outils de collaboration cybernétique entre machines et humains dont nous allons avoir besoin pour avancer. Beaucoup de ces outils vont être stockés dans le cloud. À l'inverse d'autres industries, nous n'en sommes qu'au début de l'utilisation du cloud et nous lui faisons peu confiance précisément car nous voyons ce qui se passe ailleurs. Je ne sais pas comment c'est en France, mais aux États-Unis, chaque jour je lis un article dans le journal qui parle de problèmes de sécurité et de vol de données. Dans les hôpitaux, on est assez primitif en matière de sécurité et de vie privée. On s'améliore, mais on est encore assez mauvais. Voilà mon problème. Je ne suis pas très bon en ce qui concerne la protection de mes propres données alors que je les contrôle derrière un pare-feu. Donc comment faire confiance à un tiers qui va stocker les données dans le cloud alors que je n'arrive même pas à me débrouiller seul? Cette question est très pertinente et contribue au fait qu'il faudra du temps et plus de temps que nous croyons avant que tous ces nouveaux systèmes ne soient opérants au quotidien. Ces questions sur la protection, la sécurité, la disponibilité et la validation des données ne font pas la une des journaux, mais elles sont primordiales pour que l'on adopte sereinement et en toute sécurité des systèmes intelligents. Pour finir, vous dites que l'intelligence artificielle, c'est comme une voiture qui avance. Nous sommes dedans et il vaut mieux être au volant que dans le coffre. Est-ce que cela résume toujours votre pensée? Tout à fait. Comme je l'ai dit, ces nouvelles applications vont nous aider et aider nos patients.
Les ingénieurs, les informaticiens, les data scientists sont des gens brillants, mais ils ne connaissent pas les besoins des médecins. Les radiologues doivent s'impliquer pour définir les bonnes applications et les bonnes pratiques, mais aussi pour s'assurer que la technologie est utilisée de manière sécurisée. Une des inquiétudes de jeunes radiologues est celle d'être remplacés. Ils ont tort. L'intelligence artificielle fonctionne mieux avec les gens, pas en les remplaçant, mais en les augmentant. Comme je le disais, il s'agit de la collaboration cybernétique entre humains et machines. Si nous ne sommes pas au volant, la voiture avancera de toute façon et nous ne serons pas maîtres de la direction qu'elle prendra. Nous devons être au volant de la technologie pour agir pour le bien de nos patients. C'est un point fondamental. Thank you very much for your time. So many information to process. Thank you very much once again. You're quite welcome. Thank you. Thank you. La Médicale vous a présenté le journal du RSNA.